Le verdict était très attendu après la plainte déposée par l'Afrique du Sud pour génocide contre Israël. Ce vendredi, la Cour internationale de justice, plus haute juridiction des Nations Unies, a déclaré que l'État hébreu doit prévenir et punir l'incitation au génocide à Gaza et y permettre l'accès de l'aide humanitaire. Cependant, cette juridiction, basée à La Haye, n'a pas ordonné un cessez-le-feu. À l'issue de l'audience, la présidente de la Cour internationale de justice a estimé qu'au moins certains actes semblent susceptibles de tomber sous le coup de la Convention sur le génocide. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, plus de 26 000 Palestiniens sont morts depuis le début de ce conflit. Salam alaikum à tous, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette énième chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. J'espère aussi que nos auditeurs, nos téléspectateurs vont bien. Enfin, on essaye, hein. On essaye, on essaye. Alors, Monsieur Cohen, on Oui. va ouvrir le bal de l'émission là ce soir. Donc, on va parler un petit peu du rendu de la CIJ et en première partie. Et en seconde partie, on ira faire un petit point sur l'actu avec les agriculteurs en colère. D'accord. Alors, je tenais à préciser juste avant de vous donner la parole, Monsieur Cohen, les amis qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à partager, tapoter. Vous connaissez le principe de TikTok, hein, les algorithmes, ça passe par le tapotage, tout ça, partager. Et pour celles et ceux qui veulent intervenir et réagir avec Monsieur Jacob Cohen, n'hésitez pas à faire la demande. Vous aurez la possibilité d'échanger avec lui, que ce soit sur TikTok ou sur les autres plateformes. Voilà. Monsieur Cohen, c'est à vous. Oui, je voulais juste réagir à une excellente vidéo qui a été diffusée sur le site d'Altitude il y a quelques jours et qui était, disons, qui aurait pu induire pas mal d'optimisme dans les esprits. Et je voudrais ramener les auditeurs, enfin, je regrette, hein, mais à plus de réalisme. Et pourquoi il est nécessaire de revenir au réalisme? Parce que croire que la CIJ va régler les problèmes d'une façon ou d'une autre, c'est malheureusement se fourvoyer et oublier de mener d'autres actions concrètes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec la CIJ? Bon, en dehors, indépendamment du contenu de l'arrêt sur lequel il y a quand même, des convergences. C'est vrai qu'il y avait quelques actes, disons, à caractère génocidaire et qu'il fallait préserver la vie, enfin, etc. Bon, de beaux principes. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'il faut savoir une chose. La justice internationale est différente de la justice de n'importe quel pays. Pourquoi? Dans un pays, mettons comme la France, la justice est entre les mains d'un État tout-puissant qui a la charge de rendre la justice et d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour aller appliquer les décisions de justice. Or, ce qui n'existe pas dans les relations internationales, ce qui n'a jamais existé et ce n'existera jamais. Donc, une justice internationale entre les États est impossible. Voilà. Et donc, elle n'a jamais existé. Elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Pourquoi? Parce que les États sont souverains, en principe, et sont indépendants, en principe. Et donc, aucune institution n'est capable d'imposer à un État contre son gré une décision, quelle qu'elle soit. Donc, on revient au rapport de force. Si les résolutions, si les décisions de justice internationale avaient une valeur, eh bien, il y a longtemps, par exemple, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a été votée en 1969 et qui demandait à Israël de se retirer des territoires occupés. Or,
cette résolution n'a jamais été respectée. Tout simplement parce qu'il n'y a pas, certes, le Conseil de sécurité peut voter l'utilisation de la force pour faire appliquer cette décision. Par exemple, cela s'est passé en Corée. Pour déclencher la guerre en Corée en 1950, le Conseil de sécurité a autorisé les États-Unis, oui, a autorisé l'utilisation de la force. Et les États-Unis se sont empressés, sur la base de cette résolution, d'utiliser la force. Sauf qu'on oublie qu'à l'époque, l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité, donc elle n'avait pas pu opposer son droit de veto. Donc, même si la CIJ prenait, mettons, dans 2 ans, un arrêt, ou bien même la décision qui a été prise, ce qu'on peut appeler, mettons, une espèce de référé, la Cour ne fait que prononcer un principe, comment dire, une volonté, un semblant de décision, mais elle n'a aucun pouvoir. La CIJ, à la différence de la justice en France, par exemple, quand un tribunal rend une condamnation, mettons, de 20 ans de prison, les gendarmes sont à côté. Ils empoignent l'accusé, ils lui mettent les menottes et ils l'emmènent dans une prison. Donc, sur le plan international, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que la CIJ, elle envoie sa décision au Conseil de sécurité. Et c'est le Conseil de sécurité qui décide. Ça veut dire, est-ce qu'on va utiliser la force? Quels moyens va-t-on utiliser? Et donc, on retombe dans les mêmes travers, c'est-à-dire, le Conseil de sécurité est impuissant. C'est-à-dire que si les États-Unis vont utiliser leur droit de veto, et donc la décision de la CIJ compte pour du beurre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. C'est important de le faire, je ne dis pas le contraire. Mais il ne faudrait pas être naïf à ce point de croire qu'on est sur la voie d'une justice internationale qui se met en route et qui va faire condamner le contrevenant et le coupable. C'est une vue de l'esprit et c'est dommage de s'engager dans cette voie, dans cette impasse, parce que c'est une impasse. Moi, parallèlement à cette action, qui est importante encore une fois, mais il ne faut pas croire qu'on est arrivé. C'est pas vrai. C'est parce que, vous savez, les Israéliens, ils sont pas bêtes non plus. Vous savez, il suffit d'écouter les médias israéliens, ils disent, mais nous, on condamne tous les appels au génocide. On est contre le génocide. On envoie tout ce dont les Gazaouis ont besoin. C'est faux. Mais allez les contredire. Donc, en fait, on est dans un jeu de dupes. Et par exemple, moi, je pense que ces centaines d'avocats qui sont autour de Maître Gilles Devers, pour lequel j'ai beaucoup de respect, il ne faut pas croire, voilà. Mais malheureusement, il est, comment dire, c'est un praticien du droit qui est plongé dans cette fiction juridique qu'on peut arriver. C'est impossible, voilà. Et donc, moi, j'avais lancé l'idée il y a quelque temps, d'ailleurs, sur cette chaîne, et peut-être que Wari a transmis cette idée à Maître Gilles Devers, qui a dû se marrer, qui a dû me prendre pour un rigolo, enfin, je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas, etc. Mais j'aurais préféré qu'il fasse une espèce, vous savez, Jean-Paul Sartre et ses amis philosophes, à l'époque, bon, j'ai oublié les noms, bon, ils ont constitué le tribunal pour juger les États-Unis
pour leurs crimes au Vietnam. Ah oui, le tribunal Bertrand Russell. Bon. Bertrand Russell est un philosophe britannique, je crois, ou irlandais, quelque chose comme ça. Bon. Et ça a eu un effet médiatique, bien sûr. Et il ne se faisait pas d'illusions. Mais on avait des témoignages, il y a eu des films, et donc les journaux en ont parlé. Et ça, je crois que ça a plus d'impact. Parce que qu'est-ce qu'on veut chercher finalement? Il faut être malin aussi. Il ne faut pas être, comment dire, il ne faut pas tomber dans cette espèce de naïveté. Oui, voilà, les principes, le droit, machin. Et c'est du bullshit. Voilà, passez-moi l'expression. C'est du bullshit. Voilà. Dans les relations internationales, le droit, c'est zéro. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité. Si je dis ça, c'est parce que ça me fait mal au cœur, mais c'est la réalité. Donc, il faut chercher d'autres voies de combat, surtout médiatiques, informatiques, etc. Parce qu'en fait, l'arrêt de la CIJ finalement, ou la décision intérimaire de la CIJ, elle a donné l'occasion à Israël de se défendre, au fond. Alors qu'un tribunal style tribunal de Nuremberg, organisé par des philosophes, des avocats, mais on n'invite pas Israël, on n'en a rien à foutre d'Israël. Parce que là, Israël est venu et s'est défendu. Et il a dit, moi je respecte. Bien sûr, c'est faux. Mais il le dit, il l'affirme. Et donc, et comme Israël dispose de 90% des médias occidentaux, ou 95%, eh ben, vous voyez déjà que l'impact de la CIJ est affaibli. Bon, voilà, je referme cette parenthèse à moins qu'il y ait des questions, mais je voudrais juste inciter les gens à ne pas trop se fier à la justice internationale. Elle est importante, elle est utile, mais elle ne mènera à pas grand-chose, voilà, ou à rien. Pour être franc, elle ne mènera à rien. Voilà. Bon, s'il n'y a pas des questions, on peut parler des agriculteurs. On ne vous entend pas, Ouari. Ouari, on ne vous entend pas. Bon. C'est pas possible. Là, Monsieur Cohen, vous m'entendez? Là, maintenant, oui, mais pendant 5 minutes, je ne vous ai pas entendu. Oui, désolé, je ne sais pas ce qu'il y a eu avec le micro. Bon, c'est pas grave. Donc, monsieur, avant de continuer, j'avais quelques réactions là. Vous pouvez juste nous confirmer déjà que la CIJ et la Cour pénale internationale, ça aurait été la même chose. Ah oui, évidemment, de toutes les façons, la CPI, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que c'est un organe de l'Amérique. Donc, il ne faut rien attendre de la CPI. Voilà, c'est un organe aux mains des Américains qui jugent
les dirigeants noirs qui déconnent et qui jugent les Yougoslaves qui déconnent, voilà, les Serbes qui déconnent, voilà. Donc en fait, la CPI, c'est encore pire. Voilà. Alors, il y a un commentaire sur YouTube qui va du tout à l'encontre de ce que vous dites et qui dit que, D'accord. justement, donc, après la Seconde Guerre mondiale, c'est au nom du droit international que les Khazars ont colonisé la Palestine. Que Les Khazars ont colonisé la Palestine. non, mais le droit, il est, comment dire, on peut très bien s'appuyer sur n'importe quel principe, mais je veux dire, il l'aurait fait sans. Je veux dire, regardez par exemple, ils ont colonisé la Palestine. C'est pas à cause de la lettre de Lord, comment il s'appelle déjà, celui qui a écrit la lettre de 1917. Lord, bon, en tout cas, qui a dit il faut créer un foyer national juif. Bon, mais ça, c'est bidon. Ça veut dire il l'aurait fait sans. C'est pas ça qui a donné. Ok, il s'appuie sur un principe, mais quand ça les arrange. Mais est-ce que les sionistes ont respecté le partage de 1947? Pourtant, voilà du droit. Donc, vous savez, n'importe quel État, un État est cynique par définition. Donc, n'importe quel État, il invoque le droit quand ça l'arrange, mais quand ça ne l'arrange pas, mais il se torche avec. Passez-moi l'expression. C'est ça qu'il faut comprendre. Et personne ne peut rien lui dire. C'est ça le problème. Je veux dire, quand la France menait une guerre coloniale en Algérie, mais elle n'en avait rien à foutre du droit international, de l'ONU, de n'importe qui. Elle avait envie de coloniser, coloniser. Et si elle a arrêté, c'est pas parce que le droit international lui a dit d'arrêter, c'est parce que De Gaulle a jugé que ce n'était pas possible de continuer. C'est ça voilà ce que j'essaye de vous faire toucher du droit. Voilà. Donc, c'était la lettre de Lord Balfour. Lord Balfour, voilà. Voilà. Alors, il y avait une autre question dans le chat. Là, c'était qu'est-ce que selon vous c'est être. Pardon, que je retrouve le message dans le chat. Voilà, la CIJ n'est qu'un coup médiatico-diplomatique. Bon, c'est pas ça. Voilà. Que signifie selon vous le terme être souverain? Mais être souverain, c'est-à-dire un État, c'est ça la définition de l'État. Tous les États sont souverains. C'est-à-dire un État, il fait ce qu'il veut à l'intérieur de ses frontières et aucun État étranger ne peut l'obliger à faire quoi que ce soit. C'est ça l'État souverain. Maintenant, bien sûr, il y a des rapports de force. Les États-Unis, comme ils sont plus forts, 100 fois plus forts, Chypre, par exemple, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Chypre. Voilà. Bon, vous comprenez ça. Et donc, par contre, les États-Unis font ce qu'ils veulent. Mais en principe, en droit international, tous les États se valent, c'est-à-dire tous les États sont souverains, c'est-à-dire qu'on ne peut imposer aucune, on ne peut rien imposer à un État. Il fait ce qu'il veut à l'intérieur de ses frontières. Voilà. Et s'il accepte, en fait, il faut qu'un État accepte, par exemple, la juridiction de la CIJ et accepte de se soumettre à ses décisions. Mais c'est une décision souveraine. C'est-à-dire qu'un État, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'arbitrage international. L'arbitrage international, quand un État peut décider de se soumettre à un jugement arbitral, mais à ce moment-là, il s'engage à le respecter. Alors qu'en principe, par définition, un État souverain n'est soumis à aucune autre loi, même la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, c'est une, comment dire, c'est une charte politique. Le droit n'est là que pour donner un semblant de l'égalité, l'égalité, LE accent aigu, ça veut dire légal, voilà, de légitimité, etc.
Mais en fait, aucun État ne peut être, regardez par exemple Israël, eh bien, il se torche avec les décisions du Conseil de sécurité. Donc, c'est ça l'État souverain. Nous sommes dans un monde où le droit ne s'applique pas, ne s'applique que lorsqu'il nous arrange, lorsqu'il arrange certains États. C'est tout. Mais en fait, ce sont les rapports de force politiques, militaires, économiques qui donnent le là dans les relations internationales. Voilà. Alors, est-ce que pour retrouver cette souveraineté, il faudrait peut-être sortir de l'Union européenne déjà? Non, mais ça, non, non, la France a accepté, a renoncé à une partie de sa souveraineté, volontairement. Donc, vous voyez la différence. Personne n'a imposé à la France d'être soumise à l'Europe. Un État peut signer un traité par lequel il renonce à une partie de sa souveraineté. Par exemple, s'il fait une alliance, là, comme l'Europe, il construit l'Europe et il donne des pouvoirs à une organisation supra-étatique. Mais il a renoncé volontairement. Et d'ailleurs, il peut très bien reprendre sa souveraineté. Il suffirait, regardez par exemple la Grande-Bretagne, elle a fait un vote, elle a repris sa souveraineté. Donc en fait, l'État est souverain, mais il peut renoncer à une partie de sa souveraineté. Voilà. Alors, j'ai deux personnes avec moi là sur YouTube. Alors, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est concernant la CIJ, mais c'est pas grave, on va lui donner la parole. Donc, c'est Golpiz. Je le fais monter. Et n'hésitez pas sur les autres plateformes, TikTok ou ailleurs, si vous voulez interagir sur le sujet, n'hésitez pas à faire votre demande. Salam alaikum, Golpiz. Salam alaikum, Wari. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Moi, c'était pas par rapport à la CIJ. Je voulais revenir avec vous un peu dans les. Bon, je sais que vous en avez déjà parlé dans vos vidéos, mais je voulais revenir avec vous par rapport à 80. Je crois que c'était 93 et les accords d'Oslo. Oui. Et en fait, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Et donc, c'est l'autorité palestinienne qui a signé ces accords, comme vous le savez. Et, euh, et en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand on arrive sur ce sujet, on se rend compte qu'à la fin des accords, la Cisjordanie a été divisée en trois zones, c'est-à-dire la A, la B, la C, et l'autorité palestinienne n'a gardé que la zone A sur le plan militaire et administratif, Oui. d'une façon souveraine. Donc moi, ma question, elle est la suivante. Parce que j'ai regardé aussi les profils des gens qui étaient dans les accords. Il y a eu par exemple l'intellectuel Elias Sambar. Donc c'est des gens qui ont fait c'est des universitaires, des gens qui ont fait des longues études. Et j'arrive pas à comprendre en fait comment dire comment ils ont réussi à faire les négociations qu'en fait on comprend pas. C'est-à-dire même moi qui n'a pas leur niveau intellectuel, je me dis qu'il y a un souci quoi en fait dans le. Alors, voilà, il faut se remettre Merci. Il faut se remettre dans la situation de l'époque. C'était l'intifada. Israël était dans une position très délicate par rapport à l'opinion mondiale. C'était les soldats israéliens cassaient les bras, les épaules des jeunes Palestiniens. Et Israël avait vraiment mauvaise presse. Et Yitzhak Rabin, le soi-disant promoteur de la paix, il a imaginé les accords d'Oslo. Et ça, c'est le génie politique des sionistes. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu, bien sûr, à l'époque, il y avait Barghouti qui dirigeait l'intifada. Donc, c'était un jeune dirigeant et qui était très populaire. Et au lieu de négocier avec lui, parce que Barghouti, il lui aurait dit, OK, moi je veux bien négocier, mais je veux l'indépendance de la Cisjordanie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Arafat, qui était exilé à Tunis. Il faut dire une chose, c'est qu'en 92, Arafat, il était zéro. Zéro, d'accord? C'est-à-dire il est passé dans les années 80 à quelqu'un d'extraordinaire jusqu'aux des années 80. Et quelqu'un qui était vraiment, enfin, une grande personnalité mondiale. Bon. Et puis il a été obligé de s'exiler de Beyrouth sous la protection des Français. Il est allé en Tunisie.
et il n'était plus rien. Et donc, le coup de génie de Rabin, il l'a dit d'ailleurs, j'ai entendu de la bouche de l'ambassadeur d'Israël à Paris, Yehuda Lankri, Rabin avait dit, nous allons sortir Arafat de son trou et il va faire ce qu'on va lui demander de faire. Voilà. Malheureusement, vous savez, c'est ça le drame. Les drames humains, c'est quoi? Vous prenez une personnalité politique comme Yasser Arafat, qui était énormément de choses dans les années 60, 70, 80 et qui n'était plus rien. Et tout à coup, Rabin lui dit, venez, on va faire la paix. Mais Arafat, il a accouru comme un, je suis désolé d'être, comment dire, comme un petit chien, comme un caniche. C'est ça qui est terrible. Il a accouru. Et Rabin lui a dit, bon, écoute, on va signer des accords. Alors, tu vas me donner 60%, c'est la zone C. D'accord? Tu vas me donner 60%. Et Arafat, il a dit, d'accord, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Arafat, il aurait tout fait pour revenir sous les feux des projecteurs. Vous savez, c'est ça l'esprit humain. On ne peut pas comprendre c'est quoi l'ambition humaine, la folie humaine, le désir de c'est ça l'humain, il est c'est ça qui est fantastique, qui est assez comment dire, qui déroute, qui est assez déroutant. Regardez, prenez un chef comme Arafat, tout à coup il s'est cru, il s'est dit l'histoire m'appelle, je vais revenir dans l'histoire, je vais être quelqu'un, je vais ramener, il s'est aveuglé. Il s'est dit, OK, Rabin a dû lui dire, écoute, tu sais, il me faut ces 60% de zone C sous souveraineté israélienne, parce qu'on va aller par étapes, tu sais, mon peuple, il ne peut pas accepter, etc. Et Arafat a tout avalé, tout. Et concernant c'est-à-dire Marouane Barghouti, le fait qu'il soit emprisonné, je crois, depuis plus de 20 ans, on peut, Oui. c'est un lien aussi, parce que je crois que ce personnage est peut-être aurait été justement à même d'arriver à des réelles négociations, Marouane Barghouti. Mais c'est pour ça qu'il est en prison, peut-être. C'est encore. Il a été mis en prison après les accords d'Oslo. Mais il a été mis en prison de toutes les façons. On lui a monté des dossiers comme quoi il aurait ordonné des assassinats. Enfin bon, vous savez, des dossiers, les services secrets israéliens peuvent en faire 10, 20, 30 comme ils veulent. Hein. C'est pas du tout, c'est pas un problème, même des faux témoignages, etc. Et d'ailleurs, Barghouti, il a été condamné à 5 fois perpète. 5 fois. Ça veut dire qu'il ne sortira jamais, sauf si le Hamas peut obtenir sa libération contre les otages, etc. Mais ça m'étonnerait. Mais bon. Et donc, c'est ça les vrais chefs. Les vrais chefs sont mis en prison, comme Barghouti. Parce que Barghouti n'aurait jamais fait des concessions. Le problème avec Arafat, malheureusement, il a tout cédé. Et c'est ça qui est dramatique. Humainement parlant, moi, il me fait de la peine. C'est-à-dire, voilà un homme qui s'est battu pendant 20-30 ans, qui a donné sa vie pour la libération de la Palestine, et à la fin de sa vie, il s'est fait bananer par un sioniste, enfin, je veux dire, qui a le représentant du sionisme qui a été la cause de la destruction du peuple palestinien. Voilà. Qu'il a payé, excusez-moi, monsieur Cohen, mais qu'il l'a payé aussi, on peut dire, si on prend un autre point de vue, qu'il l'a payé peut-être de sa vie aussi, Yitzhak Rabin, parce qu'après il s'est fait tuer, je crois, on dit peut-être, oui, peut-être. Mais, okay, non, mais à mon avis, il n'a jamais, je veux dire, il avait la possibilité de partir, de quitter l'autorité, de quitter Ramallah. Pourquoi il ne l'a jamais fait? Personne ne l'aurait empêché. Il avait la possibilité de partir, d'aller à Amman, d'aller à Tunis et dire, voilà, nous sommes fait avoir, nous sommes fait, les sionistes, c'est ceci, c'est cela, etc. Nous allons reprendre le combat. Pourquoi il ne l'a jamais fait? Donc, enfin, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Voilà. En tout cas, le fait c'est que les Palestiniens, Arafat lui-même, il s'est mis dans cette position
je veux dire, de donner 60% de la Cisjordanie à Israël, ben, c'est incompréhensible. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, voilà. Oui, voilà, merci, Monsieur Cohen. Et juste pour conclure, par rapport à je terminerai mon intervention, concernant, est-ce que la corruption de l'autorité palestinienne, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que les gens, ils exagèrent, en fait? Parce qu'on trouve de tout sur Internet. J'aimerais avoir votre point de Non, vue. c'est-à-dire que Merci. il est certain que, bon, Arafat, je ne pense pas qu'il l'ait eu par la corruption. Moi, je ne connais rien sur Arafat, voilà. Bon, il y a des bruits qui courent, mais c'est pas par là qu'on l'a pris. Parce que sinon, je veux dire, il ne serait pas allé à Ramallah négocier avec Israël. Voilà. Donc, ils l'ont pris par. Ils l'ont bien analysé. Ils l'ont analysé comme quelqu'un qui avait envie, il aspirait à revenir. Est-ce que, je ne sais pas si, essayez d'imaginer, moi c'est l'histoire du pouvoir, c'est fascinant le pouvoir. Quelqu'un qui était au sommet, enfin je veux dire, qui rencontrait les chefs d'État, etc., qui est passé à l'ONU avec son fameux l'olivier et la mitraillette ou le pistolet, en fait, etc., et tout à coup, qui est parti quand même la queue entre les jambes, qui a quitté Beyrouth sous la protection des Français, bon, et qui se morfondait en Tunisie, donc qui ne comptait plus rien. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire, s'il n'avait pas été, comment dire, rongé par l'ambition, quand Rabin l'avait appelé, l'avait contacté, il aurait pu lui dire, non, non, moi, je me mets derrière Barghouti. Barghouti est le chef légitime de la révolution palestinienne en Cisjordanie, de l'intifada. Voilà. C'est ça la noblesse, c'est ça. Mais malheureusement, vous savez, les hommes politiques, ils sont connus pour ça. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne juste un exemple, Mitterrand. Vous savez, il avait écrit un livre qui s'appelle Le coup d'État permanent en 1965. Le titre est extraordinaire. Ça veut dire la constitution de la Ve République, c'est un coup d'État permanent. Donc tout le monde s'est dit, alors là, ce type, c'est formidable, quelle vision, Il est arrivé au pouvoir, il a fait pareil, sinon pire. C'est ça l'homme politique. L'homme politique, il est mu par l'ambition. Il est capable de tout faire pour satisfaire son ambition. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Cohen, je vais réagir à quelques commentaires sur le chat. Alors, il y avait, comment dirais-je, donc il y a une information, alors c'est à vérifier, hein, je ne sais pas si la personne qui donne cette information a des sources qui puissent nous mettre les sources. Donc il nous dit Tsahal est en déroute totale, complète sur Gaza. Ils ne sont plus ravitaillés en munitions lourdes, sans parler des scissions internes. Une unité d'élite vient de quitter Gaza en catastrophe aujourd'hui. Voilà. Bon, moi, je suis un peu sceptique. Voilà. Bon, qu'il ne remporte pas des victoires éclatantes comme il pensait le faire, c'est sûr et certain. Mais de là à ce qu'ils soient en déroute, qu'ils aient des problèmes de munitions, etc., je demande à voir. Voilà. Je suis un peu, voilà, je suis un peu sceptique. Bon, voilà, je voudrais voir la source. Oui, voilà, exactement. Hein, c'est ce que je demandais. Donc, si le monsieur. Bien sûr, il y a eu. Les Israéliens ont retiré des troupes d'élite déjà de Gaza. Bon, alors, certains disent parce que ils n'ont pas tenu, il y a eu beaucoup de morts, etc., ce qui est en partie vrai d'ailleurs. Et moi, j'ai des sources américaines, notamment par exemple d'un type qui s'appelle Max Blumenthal, qui était journaliste juif américain qui est installé en Israël et qui donne des informations absolument extraordinaires, etc. Et donc, il est vrai que c'est pas la joie, c'est pas une promenade de santé pour les Israéliens, mais enfin, de là à dire que les Israéliens quittent Gaza la queue entre les jambes, il y a quand même enfin, une marge, voilà.
Alors là, il nous dit, bon, c'est l'unité 555 de parachutistes. Après, il y a d'autres commentaires qui nous disent, donc, il y a 3000 morts de soldats et 1200 blessés, 12 000, pardon, 12 000 blessés graves. Et il y a, Alors, voilà, apparemment, il y aurait une vidéo qui circule sur Twitter. bon, il y a effectivement, ça c'est étonnant parce que c'est la première fois que ça arrive. Les autorités israéliennes cachent le nombre de morts et de blessés. Il y a une censure. C'est assez, c'est vraiment inédit. Jamais on a vu ça. Et d'ailleurs, beaucoup d'Israéliens ne sont même pas conscients que c'est vrai. Mais moi, j'ai des témoignages de journalistes américains qui connaissent très bien la situation. Et effectivement, il y a beaucoup de censure et que les autorités ne veulent pas donner les vrais chiffres parce que sinon, ça serait une catastrophe, un tremblement de terre au sein de la société. Voilà. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une. Enfin, voilà, c'est pas facile pour les Israéliens, loin de là. Alors, voilà, Alors, il y avait une réaction aussi concernant donc la CIJ et ce que vous oui, disiez tout à l'heure. Donc, il y a un commentaire qui dit donc, si je comprends bien, après la lettre de Jean-Paul Sartre, euh, après la CIJ contre Israël, la défense juridique ne sert à rien. Faudrait-il pas penser à reprendre les armes? non, reprendre les armes contre Israël, c'est suicidaire. Euh, Moi, j'avais proposé, vous savez, le système israélien, il repose, c'est ça qui est terrible, hein. Le système israélien se fonde sur son respect du droit, la dépendance de sa justice. Euh, c'est cette illusion qu'Israël a réussi à implanter dans le monde occidental. Voilà. Et, je, combien de fois, enfin ici, ailleurs, enfin bon, malheureusement, j'avais presque imploré les groupes palestiniens de mener des combats ciblés à la manière sioniste. C'est ça qui, je leur dis, étudiez comment font les sionistes et faites comme eux, et vous allez voir. Je vais vous donner, je vais reprendre cet exemple. Bon, je suis désolé de me répéter, mais il faut que je dise aux gens combien les Palestiniens ou ceux qui le soutiennent euh, sont de piètres propagandistes. Voilà, je suis désolé, mais ils sont proches du nul, de zéro. Voilà. Donc, je vais reprendre un exemple. Vous avez une femme députée palestinienne qui fait partie du FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine. Bon. Qui s'appelle Khalida Jarrar. Bon. Elle est régulièrement arrêtée sous le régime de la détention administrative. Je rappelle qu'Israël est le seul État au monde qui applique la détention administrative. Ça veut dire qu'il peut arrêter n'importe qui, même un citoyen étranger, et sans avocat, sans procès, sans rien, le détenir pendant 6 mois au secret. Voilà. Moi, j'avais proposé, et même ailleurs, hein, quand j'étais à Beyrouth, etc., ici, j'ai dit, voilà, écoutez, vous prenez la photo de Khalida Jarrar, vous en faites un film, et vous mettez des centaines de milliers de dollars, et vous faites des campagnes de presse. Il faut que le nom et la photo, le visage de Khalida Jarrar deviennent le symbole de l'oppression sioniste. Voilà. Ce n'est pas difficile. En quelques mois, elle deviendra le symbole de l'oppression sioniste. Pourquoi ils ne le font pas? Moi, franchement, moi, ça me dépasse. Voilà. C'est-à-dire, Israël a, comment dire, c'est un colosse au pied d'argile. Il a une cuirasse extraordinaire, mais il y a des failles, comme la détention administrative, comme l'apartheid scolaire. Qui connaît l'apartheid scolaire? C'est le seul pays au monde où il y a 2 systèmes scolaires séparés, un juif et un arabe. Voilà. C'est pas difficile de mener une campagne. Si on ne sait pas le faire, c'est pas grave. Les Arabes ont du fric. Ils louent des sociétés de communication
à Londres, à New York, à Los Angeles, à Amsterdam, au Danemark, etc. Et on leur dit, voilà 1 million, faites-moi une campagne. Voilà 10 millions, faites-moi une campagne. Voilà. Et voilà, donc des pubs à la télé, etc., sur les bus. Mais enfin, moi j'arrive pas. Franchement, moi, ça me dépasse. Alors, Je alors, reste, je reste sans voix non, mais devant enfin, je ne sais pas. Monsieur Cohen, je comprends tout à fait. En plus de ça, vous répétez, puisque vous l'avez déjà dit, et effectivement, Oui, il faudrait. Alors, je me rappelle d'une fois, vous aviez été contacté par un média, je crois que c'était un média libanais, il me semble, et vous aviez communiqué un message aux nations arabes. oui. Il y a C'était pas au début, après le 7 octobre, la exactement. chaîne, la chaîne Al-Mayadeen, Voilà. la chaîne du Hezbollah, puisque je connais bien sa journaliste avec qui j'ai fait 4 ou 5 interviews, elle m'a envoyé un message, elle m'a demandé est-ce que vous pouvez faire un appel de 2 minutes. Et donc j'ai fait un appel en français, ils l'ont traduit en arabe, etc. Voilà. Exactement. Ben, J'appelais à la résistance, c'est-à-dire avoir un esprit de résistance, voilà, et de se dire, voilà, euh, bon, ce que vous voulez que je vous dise, voilà, non, mais très bien. Il faudrait peut-être faire un même message avec ce que vous venez de dire sur l'idée que vous donnez de prendre une chaîne de communication et voilà, de faire quelque chose. Paris. Peut-être Comment ça se fait les chefs d'État arabes. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas pourquoi. Ça, C'est c'est vrai. les gouvernements, hein. Excusez-moi. Ça, c'est là, vous Non, parlez. pas les Ça, c'est gouvernements. pas la société civile, là. Si j'ai Non, bien je compris. parle des sociétés civiles. À la limite des gouvernements, par exemple, ok, on dit que le gouvernement, mettons algérien, par exemple, je suis sûr que le gouvernement qatari ou le gouvernement algérien, si on va le voir avec des projets comme ça, on lui demande, écoutez, vous pouvez nous donner 5 millions de dollars, je suis sûr qu'ils leur feront un chèque. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Je veux dire, 5 millions de dollars, c'est rien du tout pour un gouvernement, etc. Bon, donc, il faut que des gens s'organisent pour ça. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas. C'est compliqué. Alors, il y a deux intervenants sur YouTube. Je vais voir. D'abord, il y a Farid qui est là. Je ne sais pas si Oui. il n'a pas mis de message, mais je vais le faire monter au cas où. Donc, Farid, si tu es là, je te donne la parole. Farid, salam alaikum, bonsoir. Ton micro. Non. Une fois, deux fois. Bon, là, je te redescends et je vais donner la parole à Yacine qui est arrivé. Yacine, salam alaikum. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien ou pas? Très Très bien. bien. Bonsoir Monsieur Cohen, bonsoir Altitude. Voilà, donc je suis un habitué, hein. Voilà, je viens de temps en temps, donc mettre un peu mon caca comme on dit, hein. Voilà, donc je confirme ce que j'ai écrit sur le chat, Monsieur Cohen. La Oui. brigade 55 de parachutistes de Tsahal est en déroute. Elle a quitté Gaza, c'est officiel, hein. C'est les médias sionistes qui le disent. Médias sionistes, les soldats. Moi, j'ai la vidéo devant moi, hein. Voilà, les soldats ont été contraints de battre en retraite après avoir été encerclés par les balles des combattants palestiniens à Khan Younes. Voilà, les soldats, le soldat Gideon Lieni de la 55e brigade de parachutistes a été tué au cours de cette bataille. Moi, j'ai une autre vidéo de cette bataille-là. C'est un carnage. Il y a à peu près, sincèrement, il y a à peu près une quinzaine de soldats de Tsahal complètement liquidés. J'ai une autre vidéo sur Twitter. Ils ont abandonné des armes lourdes, des armes portables comme des lance-roquettes. Ils sont partis en catastrophe. Voilà, c'est officiel, c'est Tsahal qui le dit. La brigade s'est retirée de Gaza. C'est officiel. Hein. Mais moi, je reste sceptique sur, comment dire, l'évolution globale de la confrontation. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici ou là, il y a eu d'ailleurs, il y a une semaine, il y a eu 24 morts d'un coup. Oui. Ils leur ont tendu un piège et ils ont fait tomber un immeuble sur les soldats, et donc il y a eu 24 morts. D'accord ? Et donc, il y a ici ou là des coups portés à l'armée sioniste,
Mais de là à dire que l'armée, globalement, est en déroute, je demande à voir. Voilà. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était une brigade qui était en déroute. Et ce qui est inquiétant pour Tsahal, c'est qu'en 15 jours, ça fait 4 brigades qui se retirent de Gaza. 4 en 15 jours. C'est énorme quand même, non? Oui, oui, oui. Oui. Enfin, c'est-à-dire. Tant mieux. Combien se retirent et combien Ils tueront restent. moins d'enfants. Ils assassineront moins d'enfants. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Malheureusement, les assassinats d'enfants se font par air, par les avions, et malheureusement, c'est pas ça qui va les arrêter. Voilà. Tout à fait exact, M. Cohen. Voilà, c'est pour ça que dans mon commentaire, j'avais dit que les États-Unis avaient bloqué, peut-être involontairement, parce que manque de temps, ils ne sont plus ravitaillés en obus lourds. C'est pour ça qu'il y a moins de bombardements de masse sur Gaza. Ils sont très, très embêtés. Et en fait, ils cherchent à négocier. Et j'avais parlé aussi d'une scission entre le chef d'état-major et Benjamin Netanyahou. Ils sont en guerre tous les deux. Ben, vous en pensez quoi, M. Cohen? Oui, non, et il y a des divergences, c'est-à-dire qu'on essaye de cacher, comme tout à l'heure j'ai dit, on cache les dégâts, les morts et les blessés. Ça, c'est sûr, je l'ai entendu de sources sûres, qu'on cache vraiment le nombre, parce que sinon. Et donc, on cache on sait qu'il y a des dissensions au sein du gouvernement entre le chef d'état-major et l'ancien ministre de la Défense qui a rejoint le gouvernement. Ça se déchire, ça se dispute et tout, mais tout ça reste quand même, comment dire, caché. Voilà. On ne connaît pas vraiment, ils ne le font pas tellement en public, mais c'est vrai que ça se déchire beaucoup. Voilà. D'ailleurs, c'est très grave pour le pays parce que dans la mesure où, en général, à chaque fois qu'il y avait une guerre extérieure, enfin, et toujours extérieure, bien sûr, tout Israël se mettait derrière le pouvoir. Et là, on voit vraiment qu'une bonne partie de la population n'est pas d'accord avec ce qui se passe, avec les bombardements, etc. C'est une partie qui demande à ce qu'on fasse revenir les otages, quel qu'en soit le prix, et une partie qui pense, à juste titre, que Netanyahou fait ça pour qu'on ne parle pas de lui. Voilà, c'est-à-dire pour qu'on l'oublie, parce que si la guerre s'arrête, il va d'abord perdre le pouvoir, parce que vraiment, là, et deuxièmement, il risque gros parce qu'il retourne au tribunal, et là, c'est vraiment non seulement la fin de sa carrière politique, mais il y a des risques de peine de prison, etc. Donc, il y a beaucoup qui disent que cette fuite en avant militaire, c'est uniquement pour sauvegarder ses intérêts personnels. Mais malheureusement, en Israël, en ce moment, il y a une très grande censure. Ça, je le sais, enfin, il y a une très grande censure des médias, des journaux, de la télévision, etc., qui cachent la gravité des informations que vous dites. Et si vous me permettez, M. Cohen, une dernière chose, après je m'éclipse. La scission, elle est provoquée par certaines personnes de l'état-major, justement, pour mettre en difficulté M. Netanyahou. Ben justement, voilà. Donc, c'est des ordres qui reçoivent pour faire un retrait, en fait. Et puis voilà, pour le mettre justement en difficulté face à la CSJ, face à tout ce qui va lui tomber dessus. Parce qu'il va payer, on le sait. On sait qu'il sera jugé. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est sûr qu'entre les dirigeants, ça doit être maintenant la guerre, les couteaux sont tirés et ça doit être terrible ce qui se passe entre eux. Alors, très bien, merci M. Cohen, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à Altitude. Merci, à bientôt. Merci. Alors, M. Cohen, avant d'aller sur les agriculteurs, il y a une ou deux questions là sur le chat. Là, si on veut parler, non, il faut qu'on aille sur les agriculteurs ou alors on reste sur le Moyen-Orient, sinon j'aurais pas le temps de tout faire. Eh bien, écoutez, alors, allez, juste une question là sur le chat et après on passe au. Donc, en fait, c'est les Américains accusent l'Iran
d'avoir bombardé une base américaine car elle a fourni des armes aux groupes irakiens, peut-on faire le même raisonnement avec les USA qui fournissent des armes à Israël? Mais non, c'est ça. Regardez, vous avez le même principe, donner des armes. Bon, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est pas bien. Donc, vous voyez que, regardez comment le même principe. On donne des armes. Ah, ben d'un côté, voyez comment on peut tordre un principe. Voilà. Donc, voilà la preuve, enfin, pas la preuve, voilà l'illustration que n'importe quel principe, on peut le tordre selon ses intérêts. Voilà. Est-ce que les Américains pourront finir par lâcher Israël? Non, non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas parce que, en fait, le lobby sioniste, c'est lui qui contrôle les Américains. Ouais. Donc, en fait, il contrôle 90% des députés. Et donc, voilà, ils ne peuvent pas le lâcher. Au plus haut niveau de l'État, en plus. Oui, au plus haut niveau. Enfin, je veux dire, vraiment, ce sont eux qui contrôlent. Donc, alors, on va aller sur l'actualité qu'on connaît. d'accord. Je vais vous montrer une courte vidéo et derrière, on pourra enchaîner. Pour la première fois depuis le début de la mobilisation, la police française a arrêté des personnes impliquées dans les manifestations d'agriculteurs en cours à travers le pays. 18 conducteurs de tracteurs d'un premier convoi parti de Haute-Saône ont été interpellés pour entrave à la circulation près de Rungis, l'un des principaux objectifs du mouvement. Les manifestants demandent une hausse des salaires, une aide pour faire face à la hausse des coûts et moins de réglementation. De son côté, le gouvernement a annoncé être prêt à faire des concessions, mais n'a pas réussi à mettre un terme à cette action généralisée. Près de 15 000 policiers ont été déployés, principalement en région parisienne, pour empêcher le convoi d'encercler la capitale. D'autres villes connaissent également d'importants blocages sur les grands axes routiers. Des convois similaires paralysent également l'Italie. Les agriculteurs ont envahi les autoroutes et les rues de plusieurs grandes villes du pays pour dénoncer des problèmes semblables à leurs voisins européens. Les gouvernements tentent de trouver des solutions avant les élections européennes de juin, au cours desquelles les mouvements pro-agriculteurs devraient réaliser de gros succès. Alors, vous connaissez mon mauvais esprit, donc je vais continuer sur cette voie. Avec toute la sympathie que j'ai pour les agriculteurs et que j'avais eu pour les gilets jaunes, je suis convaincu que les agriculteurs, comment dire, ne gagneront pas grand-chose. Voilà. Ils ne réussiront pas à faire la révolution qu'ils voudraient. Et donc, pourquoi? Parce que d'abord, il y a un pouvoir énorme, colossal, avec des moyens fantastiques. Non seulement le gouvernement français, mais tous les gouvernements plus l'Union européenne. Et d'un autre côté, les agriculteurs. Bon, donc, OK. Aujourd'hui, les agriculteurs se révoltent. Mais que va faire le gouvernement? Et que va faire l'Union européenne? On va lâcher du lest. Donc, on va dire, bon, voilà, OK, on va vous satisfaire sur les jachères. Ah oui, non, non, les accords de libre-échange, c'est pas bien, etc. Donc, l'essentiel, ils vont faire des concessions. Parce que l'essentiel, c'est que les agriculteurs se démobilisent et rentrent chez eux. Voilà. C'est-à-dire éliminer ces points de fixation, ces points de révolte. Et donc, ils vont tout faire. Il peut y avoir, par exemple, la carotte et le bâton. On va vous donner on va vous faire des concessions, mais on va arrêter des agriculteurs. Attention, si vous déconnez, bon, il va y avoir des gardes à vue, etc. Pas trop, parce que les agriculteurs sont sont populaires, reçoivent le soutien de la population. Mais in fine, les gouvernements sont cyniques, sont machiavéliques, par définition. Or, les gouvernements européens et l'Union européenne ont des objectifs en tête. Ils ne vont pas les abandonner. Ça veut dire la destruction du bétail, l'importation de la viande de Nouvelle-Zélande, les accords de libre-échange. C'est le fondement de l'Union européenne. Et l'Union européenne ne va pas lâcher. Il ne faut pas croire. Donc, ils vont faire des concessions. Mais pour la forme, bien sûr, ce sont des concessions qui vont coûter quelques milliards, etc.
Et d'ailleurs, ces concessions, ce n'est pas la première fois. Vous savez, en début des années 90, il y a eu des concessions pour la stabilité des prix. Je suis incapable d'entrer dans les détails, mais ces accords sur la stabilisation des prix n'ont pas tenu. Les gouvernements les ont trahis. Donc aujourd'hui, si les agriculteurs manifestent, c'est parce qu'on a trahi ces accords. Donc on va retourner au statu quo ante, c'est-à-dire qu'en fait, quel est le problème? Le problème, c'est la servitude des peuples. Voilà. Prenons le peuple français. OK? Voilà. Je vais essayer de vous démontrer où est le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que le peuple français, OK, il est sympathisant des agriculteurs. Il sympathise, il partage, etc. Très bien. Mais ce peuple français, dans 4 mois, il va y avoir des élections européennes. Si le peuple français était logique avec lui-même, s'il était lucide, raisonnable, courageux, et il aurait dit, il se dirait, voilà, les problèmes des agriculteurs viennent de l'Union européenne, des accords de libre-échange, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais voter pour les partis qui combattent l'Union européenne, qui combattent ces accords, etc. Mais ce n'est pas ça que va faire le peuple français. Les paris sont ouverts. Le peuple français va voter exactement comme s'il n'y avait pas eu la révolte des agriculteurs. C'est-à-dire 25% Macron, 30% Rassemblement national, 12% LFI, 8% les écologistes, et ainsi de suite. Voilà. Donc, comme si de rien n'était. Le drame est là. Voilà. Le drame, c'est la servitude des peuples. C'est le peuple, il n'a pas le courage. C'est pas qu'il n'est pas conscient. Le peuple français, il sait que, par exemple, j'élargis le débat. Le peuple français, il voit depuis 40 ans la faillite de l'agriculture, mais non seulement la faillite de l'agriculture, la désindustrialisation, la destruction des services publics, la baisse des salaires, du pouvoir d'achat, la désindexation des retraites, la fermeture de dizaines de milliers de lits d'hôpitaux, etc. D'accord? Très bien. Ça dure depuis 1983, c'est-à-dire le plan de rigueur de Mitterrand. Ça a été annoncé. Or, qu'ont fait les Français pendant 40 ans? Eh bien, ils ont voté pour le même pouvoir, mais qui prend un visage différent. Une fois, on te dit c'est la gauche, une fois, c'est la droite, et une fois, c'est ni gauche ni droite. Que voulez-vous faire devant un peuple qui est aussi bête, qui est aussi stupide? Attendez, je ne parle pas des gens. D'accord? Les Français sont des gens, tout ce qu'il y a de plus sympathique, ouvert, etc. Mais je parle du peuple en tant qu'entité politique, c'est-à-dire le peuple quand il s'exprime politiquement par le vote. Voilà, en tant qu'entité politique, il est nul. Voilà. C'est-à-dire qu'il a la trouille lorsqu'il va. Vous savez, vous demandez à n'importe quel Français, à moins d'être atteint d'Alzheimer, il va vous dire ouais, la gauche et la droite, c'est pareil, ils sont tous corrompus, etc. etc. Très bien. Arrivent les élections, et là, il commence à faire dans son froc. Il va se dire bah, quand même, hein, je ne vais pas voter pour le NPA quand même, il ne faut pas déconner. Je ne vais pas renverser la table, il faut être sérieux. Non, Macron, il est sérieux quand même. Il a travaillé chez Rothschild quand même. Hein, je ne vais pas voter pour Jean Lassalle. Regardez par exemple regardez la connerie du peuple français en tant qu'entité politique. Prenez Jean Lassalle. Si vous faites n'importe quel sondage auprès de n'importe quel Français, vous lui dites qui c'est qui défend le mieux les intérêts du peuple, Jean Lassalle ou Macron? Est-ce que vous imaginez quel est le pourcentage qui va dire Jean Lassalle? Qui est celui qui est le moins lié au capitalisme mondial? Jean Lassalle ou Macron?
Qui va défendre la santé? Jean Lassalle ou Macron? D'accord? Mais au moment du vote, pourquoi il ne vote pas Jean Lassalle? Posez-vous la question. Pourquoi ils ne votent pas pour quelqu'un qui est proche d'eux, qui va travailler pour eux, qui n'est pas corrompu, qui n'est pas lié à la finance internationale, etc. Pourquoi? D'accord? Voilà. C'est Alors, ça. Voilà le fond. Oui. Monsieur Cohen, oui, c'est sûr que votre discours, il est juste, mais est-ce que, comment dirais-je, c'est quoi du coup la solution là? On pose dans les commentaires là, Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Le peuple, il est fait pour être dominé. Voilà. Vous savez, la nature humaine, la nature a fait de l'homme un être servile. Voilà. Vous prenez l'histoire humaine. Vous savez, il y a 5-6 siècles, il y a un gamin de 18 ans, il a écrit La servitude volontaire. Donc, c'est pas nouveau. Vous prenez, vous savez, si les gens ont le temps, il y a un livre qui s'appelle, vous savez, l'esclave qui s'est révolté, qui s'appelle Spartacus. Il y a un type qui a écrit un livre sur Spartacus. Mais c'est fantastique, comment dire, la dimension du livre, c'est quelle est la possibilité de la liberté pour l'homme. C'est ça, en fait. Malheureusement, enfin, moi, je suis convaincu que l'humain, 80% d'une société humaine sont nés pour être serviles. Voilà. Ils obéissent, ils sont nés pour être obéissants. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Voilà. Ils sont nés pour obéir. Donc, il n'y a pas de solution. Voilà. Chacun se démerde. Si vous avez la possibilité d'échapper à la servitude, eh ben faites-le, mais ne croyez aucun homme politique, parce qu'un homme politique, il est fait. Un homme politique vous raconte des histoires parce qu'il a envie d'arriver au pouvoir. Voilà. Alors justement, vous parlez de pouvoir et de vote. Même si demain les Français votaient juste, est-ce que vous pensez que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont lâcher aussi facilement le pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire juste? Voter juste. Il faudrait une majorité. Voter juste, déjà, c'est voter à l'opposition de ce qu'on a aujourd'hui. Non, voter RN par exemple, ça ne servirait à rien. Parce que le RN ferait exactement la même chose. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine. C'est ça le problème, c'est que le système, il est malin. Il a inventé, le système a inventé ces trucs extraordinaires qu'on appelle les élections. Quand le système a vu que le peuple devenait remuant, etc., le roi absolu et tout, il dit, ok, on va faire les élections. Vous savez, Tocqueville, le grand penseur politique, au début du 19e siècle, vers 1830, il racontait ça d'ailleurs, c'est très amusant. Tocqueville raconte que, et lui, il était pour le suffrage universel, enfin pour faire voter les gens. Et les gens lui disaient, mais enfin tu es fou, tu t'imagines, mais ils vont nous balayer. Parce que c'est un peu l'impression qu'on a. Ne vous en faites pas, ils voteront comme on leur demandera de faire. Voilà. Et d'ailleurs, regardez, les élections existent depuis 2 siècles en Europe, d'accord? 2 siècles. Qu'est-ce qui a changé pour les peuples? Vous pouvez me dire? Voilà. Et c'est clair et net. Prenons les 50 dernières années. Regardez comment le niveau des Français a diminué sur tous les plans. Tous les plans. Ne me dites pas que les Français ne savent pas lire. Ça existe. Mais pourquoi? Parce qu'ils obéissent. C'est ça le drame. Ils n'ont pas, ils n'ont pas cette étincelle de se dire, vous savez, des fois je rêve, hein, je rêve par exemple qu'on fasse mordre la poussière à une grande personnalité politique. Je prends un exemple. J'ai rien contre elle, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Par exemple, Martine Aubry. Elle est là, elle trône dans la ville de Lille comme ça depuis 30 ans. Bon Dieu, mais c'est pas possible. Je rêve que les Lillois, un jour, lui disent, ils la mettent en 4e position. Juste pour rire, voilà.
Et je suis sûr que le message qu'on adressera à l'élite, ça sera ceci. Vous savez, vous nous avez donné le droit de vote, eh ben, ne croyez pas qu'on va vous. Juste ça, qu'on rigole, qu'on se marre. Mais malheureusement, les peuples sont comme ça et il n'y a rien à faire. Voilà, ça dure depuis 2 siècles la comédie. Ça vous suffit pas? Et c'est pas. Vous savez, il y a un type que je vous conseille, c'est Octave Mirbeau. Octave Mirbeau était un grand esprit du 19e siècle. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les affaires sont les affaires. Il a écrit un roman qui s'appelle Journal d'une femme de chambre. Je vous conseille de l'écouter sur YouTube. Il existe. Le texte est magnifique. Le film avec Jeanne Moreau, où il dénonçait les travers de la petite bourgeoisie de province, etc. Mais il faut voir ce qu'il disait il y a 1 siècle et demi des élections. Mais il le disait publiquement et tout, mais il n'y a rien à faire. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, il y a une phrase dans le chat qui Oui. est une phrase de Coluche. Donc, si voter, ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Exactement, exactement. Donc voilà. Alors, s'il vote, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que vous pensez qu'un coup d'État, ça peut servir, comme on a pu voir dans des pays africains ou des choses comme ça? Mais non, un coup d'État. Non, bien sûr, il y a des coups d'État qui peuvent avoir une valeur, comment dire, révolutionnaire. Par exemple, les coups d'État qui ont eu lieu dans les 3 pays d'Afrique, Mali, Burkina Faso et Niger, c'est sûr qu'ils ont une valeur démocratique, révolutionnaire. Sankara était un révolutionnaire, etc. Je ne dis pas le contraire. Ça ne veut pas dire. De temps en temps, il y a des actions. Mais regardez ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui va arriver à ces 3 pays de Niger, Burkina Faso et Sahel. Bon. Mais enfin, il y a d'autres chefs d'État qui ont fait des coups d'État, qui étaient des révolutionnaires, qui ont été liquidés. Sankara a été liquidé, Lumumba a été liquidé, etc. Donc, bien sûr, il peut y avoir des sursauts. Mais est-ce que ces sursauts vont sur la durée? Ça veut dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Voilà. Alors, on parlait d'éventuelles solutions, mais quand on voit comment le système est bien huilé, vous parliez des élections, que c'était un truc inventé par le système. Comment dirais-je, en plus, on voit très bien, si demain le peuple veut se rebeller, que ce soit comme l'a fait les Gilets jaunes ou par d'autres moyens, à un moment donné, ils ont bien calculé tout ça pour que le peuple ne puisse pas, comment dirais-je, est dépendant de ce système en place. Il est tenu, le peuple, en général, aujourd'hui, par le système usurier, tout ça. Oui, non, mais le peuple, parfois, peut se révolter. C'est-à-dire peut déconner. Dans un sursaut, par exemple en Argentine, il vote pour un hurluberlu, enfin je ne sais pas moi ce qu'il va faire, ça peut arriver. Mais à un moment donné, ça va rentrer rentrer dans l'ordre. Voilà. C'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, le système reprendra le dessus. Voilà. Parce qu'il y a la banque, il y a les militaires, il y a l'économie, etc. Et puis, il y a le pass sanitaire. Voilà. Et puis, il y a le fait que l'humain, le citoyen lambda, ça veut dire à 80% des citoyens, ils sont légitimistes. Voilà. Ils acceptent qu'il y ait un pouvoir et qu'ils obéissent à ce pouvoir. Voilà. Et même quand on leur donne la possibilité de donner un coup de pied à ce pouvoir, ils ne le font pas. Voilà. Là, aujourd'hui, par exemple, tout le monde pleurniche sur Macron. Ah, Macron, Macron, Macron. Oui, mais en 2027, ils voteront pour quelqu'un qui ressemble à Macron. Voilà. Donc, en fait, on est voué à subir ce système jusqu'à la fin des temps. Ah oui, l'humain, il est fait, la nature humaine a fait 2 types de, comment dire, 2 catégories de personnes. Il y a les dominants et les dominés. Voilà. Moi, enfin, c'est ma vision. Hein. Après, tout le monde, enfin, on peut la contester, etc. Alors, mais moi, je remarque une chose, c'est que la nature humaine a fait, dans tout peuple,
il y a une minorité de dominants et une majorité de dominés. Voilà. Les dominants, ça peut être par l'intelligence, la force, la fortune, l'héritage, etc. Et les dominés, ben, ils subissent. Voilà. Et même quand on leur donne un bulletin de vote pour renverser le dominant, ils ne le font pas. Et est-ce que, alors, on va bientôt clôturer, M. Cohen. Oui. Comment dirais-je, est-ce que pour nous ici en France ou en Europe, est-ce qu'il n'est pas mieux comment dire, de prendre la fuite et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'investir dans un endroit ailleurs en Afrique ou dans un autre Il vaut mieux. Il vaut mieux, vous dites? Il vaut mieux parce que, c'est-à-dire, le chemin que prend l'Europe aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Attendez, on va vous faire manger les insectes. On va, à 4-5 ans, on va initier les gamins au sexe, à la masturbation, etc. L'enseignement, on n'apprend pas à lire ni à écrire. On va donner aux gens un salaire minimum, enfin, mais on les contrôlera, ils pourront acheter que ce qu'on voudra qu'ils achètent, etc. L'évolution des sociétés occidentales aujourd'hui, c'est une catastrophe terrible, terrifiante. On n'est même plus humain. On va être là, on va en faire entrer la carte d'identité numérique, le contrôle même de l'électricité, combien vous pouvez prendre d'électricité, combien de fois vous pouvez prendre l'avion, etc. Attention, hein, on va rentrer. Enfin, je ne sais pas s'il y aura une explosion, peut-être révolutionnaire ou quelque chose qui empêchera ça, mais en tout cas, comme je vois la société, le chemin qu'elle prend, en tout cas en Occident, c'est une catastrophe monumentale. Et enfin, il vaut mieux, si on a la possibilité d'aller ailleurs, où il y a encore de l'humain. Vous savez, le philosophe franco-tunisien, là, Mehdi Belhadj Kassem, bon, je pense que c'est un grand philosophe, enfin, eh ben, il est rentré en Tunisie pour le moment et il a dit: j'ai retrouvé l'humanité. J'ai retrouvé une humanité. Donc, c'est vraiment là, on est en train de glisser vers la folie. Là. Effectivement. Alors, on a un dernier intervenant qui veut réagir, peut-être. Oui, oui. Bon. Dernier, alors, allons-y. Ton micro. Oui, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir. Bah, alors, moi, par rapport à tout ce que vous avez dit, Monsieur Cohen, ce soir. Oui. T'entends pas, oui, oui. Un problème de connexion, on t'entend pas. Malheureusement, il a perdu la connexion. Là, vous m'entendez? Là, on t'entend, ouais. Ah, voilà, désolé. Alors, voilà, ouais, bah, moi, par rapport à votre débat depuis tout à l'heure, Monsieur Cohen, du début jusqu'à la fin, pour moi, ça relève de la manipulation d'opinion publique. Déjà, dire que même sur les agriculteurs, hein, parce que les solutions, elles sont dans le petit peuple. Déjà, premièrement, on va continuer sur ce débat. Déjà, dans le petit peuple, c'est écrit dans la Bible qu'à la fin des temps, qu'il faut sortir de Babylone. Babylone, dans la Bible, qui est la grande prostituée de l'Apocalypse, la mère de toutes les ignominies de ce monde. Il faut sortir du milieu d'elle, c'est-à-dire se retrouver en tant que peuple souverain. C'est-à-dire que les solutions que les agriculteurs peuvent avoir, c'est déjà que le petit peuple aille se rapprocher des agriculteurs et ne passe pas par des supermarchés qui font des profits gigantesques et qui arnaquent les agriculteurs, alors que les agriculteurs, ils demandent que ça, que de vendre à des bons prix raisonnables et de vendre des bons produits, en plus bons pour la santé. Puisque la manipulation, en plus de ça, des peuples, ça commence par l'abrutissement chimique, avec tout ce qu'on mange, toutes les pertes de vitamines qu'il y a dans notre nourriture, avec tous les empoisonnements chimiques qu'on nous donne à manger, etc. Oui, excuse-moi, je t'interromps avant que tu continues, parce qu'on était en fin d'émission. Essaye d'être court, comme ça, M. Cohen te répondra, s'il te plaît. Merci. Oui, mais c'est un débat important en fait, parce que pour remettre les mains sur le volant, parce que c'est décrédibiliser les forces ouvrières des agriculteurs ou des peuples entièrement en disant qu'on est fait pour être soumis à des États. Non, historiquement, ça c'est faux. Maintenant, oui, c'est vrai que les pays occidentaux soutiennent l'antité sioniste parce que c'est un pays
qui met la pression à des États. Ils soutiennent le Maroc parce que c'est un pays complètement vassalisé. Même le peuple, la première source de revenus, ça a été dit par France 24, d'accord? La première source de revenus au Maroc, c'est le trafic d'êtres humains, les enfants, la pédocriminalité, et la deuxième, c'est la drogue. Donc, c'est un pays totalement soumis à la force, et c'est le darwinisme qui a amené ça, la loi du plus fort, le dominant sur le dominé. Mais avant ça, il y avait des pays dignes, comme la France d'ailleurs, avant 1789, qui donnaient les lois au nom de Dieu, qui protégeaient les vulnérables, les plus faibles. Mais malheureusement, il y a eu les Khazars qui se sont fait passer pour des Juifs, et à cause de ça, les Juifs ont été expulsés à travers l'Europe pendant des décennies et des centaines d'années. Et ça, malheureusement, comme ils ont pris le pouvoir aujourd'hui, ils ne veulent pas le rendre, les Rothschild, etc. Mais les lois divines qui étaient données par les pays à travers le monde, justement, protégeaient les vulnérables et même rendaient sacré le souverainisme populaire, c'est-à-dire interdiser l'usure. Par exemple, l'usure, aujourd'hui, 82% des richesses mondiales vont directement chez les 1% les plus riches. Donc, l'esclavagisme n'a pas disparu, mais c'est étendu à toute l'humanité, sauf aux pays qui ne sont pas soumis à un système usurier. Il n'y en a que 6 dans le monde qui ne sont pas soumis au FMI. Il y a l'Algérie, la Russie, la Chine, Cuba et la Corée du Nord. Donc, il y a tout ça. Aujourd'hui, je suis choqué par Eh ben voilà, comme ça, vous allez pouvoir répondre. Alors, attends, Monsieur Cohen, il va te répondre, s'il te plaît. Non, j'ai pas de... Écoutez, Wally, il a soulevé 10 questions. Enfin, je veux dire, il y a de quoi tenir une heure, au moins une demi-heure ou une heure. Donc, par quel bout je vais prendre ça? Bon, ça sera pour une autre fois, je suis désolé. Je veux dire, c'est toutes les questions. Enfin, mais j'accepte tout à fait qu'on soit en désaccord. Je sais que j'ai des trucs un peu... Mais en tout cas, moi, je me base sur le réel. Voilà, je constate ce qui se passe dans le réel. Voilà. Après, voilà, bon, ben, j'arrête là parce que sinon, c'est un débat. Il a soulevé vraiment des tas de sujets dont chacun peut prendre facilement un quart d'heure, voilà, à traiter. Donc, Ok, très bien. On ne va pas commencer maintenant. Ok, très bien. Moi, je regrette, c'est dommage. Voilà. Eh ben, merci à vous. Bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Oui. Monsieur Cohen. Ok, j'en prie. Au revoir. Voilà, les amis. Donc, je vais clôturer le live sur mes plateformes. Donc, je précise quand même que je le répète, hein, et c'est pas assez souvent, mais il faut partager, vous abonner à la chaîne Aptitude, retweeter sur Twitter, et aussi, bien sûr, j'ai un lien que j'ai mis sur toutes les plateformes que vous pouvez retrouver aussi sur TikTok. On participe pour aider nos frères palestiniens aujourd'hui avec une petite cagnotte qui ira directement à Nabila Kilani qui, elle, est sur le terrain et qui subit depuis de longues années, hein, même si on parle de ces événements récents du 7 octobre. Mais voilà, elle est sur le terrain en Palestine, dans la bande de Gaza. Et elle est en lien avec ANPP 60. Et moi, j'ai donc créé un autre lien pour l'aider sur le terrain. Donc, si vous pouvez faire un geste, faites, participez, ça ne coûte rien. Au contraire. Et si vous ne pouvez pas, bah, partagez le lien que vous avez en description sur mon compte TikTok et sur toutes les autres plateformes. Voilà, les amis, je clôture juste mon live et je reviens à vous. Donc, comme d'habitude, le petit générique de fin. Salam alaikum à tous et on se donne rendez-vous normalement mardi prochain avec Jean-Michel Vernochet, qu'on fera un point bien sûr sur l'actualité en général, et jeudi prochain de nouveau avec M. Cohen. Salam alaikum à tous. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel et que pour une fois tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite.
antisémite ou carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh, moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à l'invention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décides. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Ben t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi?